Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Des échauffourées ont éclaté après cette manifestation interdite par les autorités en République démocratique du Congo. Ce rassemblement a été organisé par l'opposition à Kinshasa, l'opposition qui conteste le processus électoral du dernier scrutin. Au moins 198 morts et plus de 500 blessés. C'est le bilan pour l'instant provisoire de ces attaques qui ont touché une vingtaine de villages au Nigeria ce week-end. Des attaques menées par des groupes armés dans une région en proie à des tensions religieuses et ethniques. Et puis au Bénin, la première école de hockey fondée il y a un an est un succès. Son fondateur nourrit aujourd'hui de grandes ambitions pour ce sport dans le pays. Il espère même voir un jour le Bénin devenir champion du monde. On ouvre ce journal avec cette manifestation qui a secoué Kinshasa ce mercredi. Des échauffourées ont éclaté lors de ce rassemblement organisé par l'opposition. Plusieurs candidats aux élections générales demandent l'annulation du scrutin. Ils contestent le processus électoral. La manifestation avait été interdite par le gouvernement. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. C'était le premier appel à manifester de l'opposition depuis la tenue des scrutins. Une centaine de militants s'étaient réunis devant le siège de l'ESID, le parti de Martin Fayulu. La marche devait commencer à midi selon l'opposant, mais la situation s'est brusquement tendue. Pendant une heure, policiers et partisans, parfois de très jeunes partisans, se faisaient face. Il y a eu des jets de pierre et des tirs de lacrymogènes et grenades assourdissantes. Le siège du parti a été encerclé par la police. Est-ce que nous ne pouvons pas manifester? Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Cette marche de l'opposition avait été interdite par les autorités. C'est ce qu'a rappelé le responsable de la police sur place qui met en cause les organisateurs qui, selon lui, ont laissé des mineurs parmi les manifestants. Lorsque l'organisateur s'est entêté, il y a eu effectivement des éléments perturbateurs de leur marche qui ont commencé par des jets de pierre et qui les ont insécurisés. C'est alors que la police nous sommes venus pour remettre les calmes. En fin de matinée, le dispositif sécuritaire a été levé. Le calme était revenu autour du siège du parti de Martin Fayulu, le seul des candidats à avoir appelé à manifester présent sur place. Les blessés ont, eux, été conduits à l'hôpital. Ils avaient jusqu'à mardi minuit pour déposer leur candidature. Les prétendants à la fonction suprême au Sénégal étaient encore nombreux hier à déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Au total, 79 personnes ont déposé leur candidature d'après le quotidien sénégalais Le Soleil. La liste des candidats sera dévoilée dans moins d'un mois. L'élection présidentielle, elle, aura lieu le 25 février. On en vient à ce drame qui a touché une vingtaine de villages nigérians. Au moins 198 personnes ont été tuées dans des attaques qui se sont produites ce week-end dans le centre du pays. Plusieurs centaines ont été blessées. Les villageois ont été attaqués par des groupes armés. Les détails avec Clémence Valère. Une communauté en deuil. Mardi, les villageois de Mayanga, dans le centre du Nigeria, ont organisé des funérailles collectives pour leurs proches qui ont été tués lors des attaques dans l'état du plateau. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, abattus comme des animaux, de sang-froid, certains dans leur maison, d'autres même à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons enterré environ 150 personnes. Les autorités locales affirment que des gangs militaires ont lancé des attaques dans pas moins de 20 communautés différentes de la région. Le bilan risque de s'alourdir, avec plus de 500 blessés et plusieurs personnes portées disparues. Selon le commandant de l'armée nigériane dans l'état du plateau, les services de sécurité ont été pris au dépourvu. Je pensais que nous avions réussi à nous comprendre, que nous avions instauré la paix sur le plateau. Nous avions même commencé à recevoir des éloges. Mais l'œuvre du diable qui s'est produite à la veille de Noël ne peut être expliquée, car elle n'a pas été provoquée. Nous étions accablés. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis longtemps le théâtre de violences liées aux milices de bandits et aux attaques djihadistes.
Des tensions ont également éclaté entre les éleveurs nomades et les agriculteurs en raison de la concurrence pour les ressources naturelles, intensifiée par la croissance rapide de la population et les pressions climatiques. Suite à la tragédie du week-end, le bureau du gouverneur s'est engagé à prendre des mesures proactives pour limiter les attaques contre les civils. Des morts, il y en a eu hier aussi au Libéria après l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du pays. Au moins 15 personnes ont perdu la vie. Le véhicule serait tombé dans un fossé après un accident dans le comté de Bong. Plusieurs habitants se seraient précipités vers le camion pour prendre de l'essence. Et d'après un responsable de la police, c'est là que le véhicule aurait explosé. Une trentaine de personnes ont par ailleurs été blessées. On part maintenant au Burkina Faso où un parti politique s'indigne depuis dimanche. Le Faso Autrement a réagi à l'interpellation le 24 décembre d'Ablassé Ouédraogo. L'ancien ministre des Affaires étrangères s'était montré très critique vis-à-vis des autorités de transition qui gouvernent le pays. Son parti réclame sa libération immédiate. On écoute les précisions de notre correspondant régional depuis Abidjan, François Ferkatadji. Le parti Le Faso Autrement, dont Ablassé Ouédraogo est président, donne des précisions sur la disparition de son leader. Il indique, je cite, que des individus disant appartenir à la police nationale ont enlevé dimanche l'ancien ministre des Affaires étrangères. Depuis, le parti assure n'avoir aucune nouvelle de son président, ne pas avoir pu lui parler et de ne pas savoir où il se trouve. L'ONG Amnesty International, que nous avons contacté, utilise aussi ce terme d'enlèvement puisque aucun motif d'arrestation n'a été donné par le régime de transition, aucun ordre de réquisition non plus n'a été publié. Le nom d'Ablassé Ouédraogo, qui est âgé de 70 ans, figurait sur une liste de 12 personnalités sujettes à des réquisitions. En effet, depuis le mois d'avril dernier, les autorités militaires peuvent désormais réquisitionner des civils dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre les groupes terroristes. Mais les mouvements de défense des droits humains estiment que cette mesure permet surtout de faire taire les voix dissidentes, d'éradiquer toute contestation du régime. Le champ des libertés individuelles s'est considérablement rétréci au Burkina et l'enlèvement d'Ablassé Ouédraogo n'est pas l'unique incident du genre. Un homme d'affaires ainsi qu'un défenseur des droits humains, Daouda Diallo, ont également subi le même type d'arrestation sans motif officiel. Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International, dénonce l'autoritarisme grandissant du régime et un climat d'intimidation où toutes les voix indépendantes sont traquées, menacées ou envoyées au front. La survie des ormeaux menacés en Afrique du Sud. Ce mollusque, qui est aussi un ingrédient très prisé en Asie, est en train de disparaître petit à petit en raison du braconnage. On estime qu'entre 2000 et 3000 tonnes d'ormeaux sont braconnées chaque année sur le littoral sud-africain. Clémence Valère. Il y a à peine 30 ans, c'était un mollusque emblématique de la vie marine sud-africaine. Aujourd'hui, l'ormeau est une espèce menacée. Dans le village de pêcheurs de Houston, la disparition du mollusque se fait ressentir. Jadis abondant, ce mets très prisé dans certaines cuisines asiatiques a suscité la convoitise des braconniers qui ont tout raflé. Les pêcheurs, eux, ont vu leurs activités fortement diminuer. Il n'y a rien d'autre à faire à Houston. Je pourrais aussi prendre une combinaison et aller plonger parce que j'ai une famille à nourrir. Je le ferai, c'est évident. C'est la solution de la facilité, le braconnage. Il s'agit de mettre du pain sur la table. Au départ, le gouvernement sud-africain avait complètement interdit la pêche à l'ormeau. Aujourd'hui, des quotas stricts permettent à Fisher et à d'autres petits opérateurs de récolter 120 kg par an, soit un total annuel de 100 tonnes métriques. La demande a donné naissance à une alternative à l'ormeau sauvage, l'ormeau d'élevage. Mais ils n'ont aucun rôle dans la conservation de l'espèce. Je ne veux pas empoisonner la mer pour créer un environnement encore plus braconné. Donc si le gouvernement peut proposer un plan qui nous permette de protéger ce que nous mettons en place, nous serons d'accord. Nous donnerons les ormeaux gratuitement. Je ne veux pas entrer dans le cercle vicieux où je mets quelque chose, quelqu'un d'autre l'enlève et que le poisson se retrouve entre de mauvaises mains. Selon un rapport publié en 2022 par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, Hong Kong importerait entre 2000 et 3000 tonnes d'ormeaux sud-africains illégaux par an. Une partie est acheminée vers d'autres grands marchés en Chine, au Japon et à Taïwan. Ce commerce illégal, à destination de Hong Kong, a généré plus d'1 milliard de dollars entre 2000 et 2016. Un chiffre qui ne cesse de croître.
Avant de refermer ce journal, on va terminer sur une note plus positive. Il y a un an, au Bénin, ouvrait la première école de hockey du pays, un sport très peu connu sur le continent africain. Eh bien, cette école est un succès. Son fondateur envisage même de voir le Bénin gagner un jour la Coupe du Monde. Le récit de Laurent Bersécher. Dans ce centre sportif à Cotonou, les élèves commencent leur séance d'entraînement sous le regard expert de Kuokam Kamcheng. Cela fait à peine un an que cet ancien pro a ouvert la première école de hockey du Bénin, mais lui-même ne s'attendait pas à un tel succès. En un temps record, nous avons aujourd'hui un club avec une centaine de joueurs et d'autres clubs qui arrivent, d'autres équipes scolaires qui arrivent dans l'année 2024. Donc finalement, nous aurons un championnat très compétitif dans peut-être 6 à 8 mois. Après une carrière de joueur professionnel en France, Kuokam décide d'aller transmettre sa passion pour le sport dans son continent d'origine. Un défi de taille car avant son arrivée, le hockey n'existait tout simplement pas au Bénin. Et il y a un an, la plupart de ces jeunes n'avaient jamais mis de patin. J'avais commencé à rouler, je tombais. Et 2 semaines après, je me disais. Bien conscient du potentiel de ses élèves, Kuokam nourrit aujourd'hui de grandes ambitions pour le hockey béninois. L'objectif est d'être champion du monde. Et pour être champion du monde, nous devons commencer par la base. Nous devons former des enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ont un niveau tel que moi, j'avais jamais vu en Europe avec le même temps d'entraînement. Donc je suis très optimiste pour la suite. Et les entraînements commencent déjà à porter leurs fruits. Plusieurs enfants du centre sont aujourd'hui suivis par des coachs européens qui comptent bien en faire des futurs champions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.